Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. C'est un plaisir de vous retrouver pour un majuscule propos. Ce soir, nous allons revenir sur les 25 ans de l'existence de l'organisation Unity Club. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en tout cas ce voyage qui a commencé depuis 25 ans autour de l'unité. Ce soir, nous allons voir cette unité, ce que signifie cette unité dans le quotidien des Rwandais. Pourquoi le Rwanda a choisi l'unité alors que cette organisation est née juste au lendemain du génocide commis contre les Tutsis en 1996. Cette unité a-t-elle été un choix? D'autres l'appellent un miracle. Est-ce que vraiment c'est un miracle pour ce qui est de cette unité qui signifie beaucoup dans le quotidien des Rwandais depuis 1994 et précisément depuis 1996 avec la création de l'organisation Unity Club. Qui d'autre pour en parler de cette unité? Comment est-elle vécue dans le quotidien des Rwandais ici au Rwanda et surtout également dans le quotidien des Rwandais de la diaspora? Avec nous dans ce studio, nous sommes avec deux membres de l'organisation Unity Club. Je commence par l'honorable Eda qui est avec nous. Eda Mokabagwiza, bonsoir honorable. Je rappelle que vous possédez une maîtrise en International Criminal Justice Law and Human Rights, c'est-à-dire dans la justice criminelle et également les droits humains. On va également accueillir l'honorable Ezekias Rwabouhihi. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Eddy. Également, vous êtes membre de cette organisation de Unity Club. Avec vous deux, nous allons voir déjà les premiers pas de cette organisation. Comment ont-ils été effectués, surtout dans quel contexte cette organisation est née? Avec nous également, nous sommes rejoints par Alain Patrick Ndengera. Il est président de la communauté rwandaise du Canada. Il nous rejoint depuis Montréal. Bonsoir, bon après-midi Patrick. Bon après-midi. Voilà. Également avec nous depuis l'Allemagne, nous sommes avec Jean-François Dissimba. Je rappelle que vous avez été journaliste à Radio Rwanda pour plusieurs années, également journaliste à La Voix d'Allemagne, la Deutsche Welle, comme on dit. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, et je rappelle également que vous venez de publier un livre sur la mémoire de ce qu'a été le travail de Dissimba Senior, bien sûr votre père. Vous allez également nous en parler, pourquoi c'était important d'écrire sur ces actes. Mais d'abord, on revient sur l'organisation Unity Club. Honorable Eda, c'est une organisation qui est née, je disais, dans un contexte très difficile. Nous sommes au lendemain du génocide commis contre les Tutsis. Nous avons les leaders du pays qui sont sur tous les fronts, les chantiers vastes où il y a tout à refaire dans le pays. Mais également les épouses de ces leaders qui se sont dit on va prendre le devant. Mais déjà, expliquez-nous comment l'idée est née pour qu'on puisse avoir l'organisation qu'on a aujourd'hui, 25 ans après. Merci beaucoup, Eddy. Bonsoir encore tout le monde. Donc, pour revenir à votre question, la création de Unity Club a été faite en 1996 et a été créée par son Excellence Madame Jeannette Kagame, l'épouse de son Excellence le Président de la République. C'est une organisation qu'elle a pensée qui devait être composée des épouses des membres du gouvernement et aussi des femmes et ministres. À cette époque-là, on n'en avait que 2 ministres femmes. Parce qu'elle a pensé que c'était nécessaire d'amener, je dirais, les femmes aussi au front. Elles avaient été déjà au front quand il y avait déjà la guerre, mais quand même, au niveau de la politique, même si les épouses
ne faisait pas partie du gouvernement, mais il a pensé que c'était nécessaire. Comme on le dit toujours, quand même, la femme est le centre de la famille. La femme reste quand même, je dirais, un membre très important dans une famille. Donc, elle a pensé que si la femme restait derrière, que les maris discutaient au niveau du gouvernement et qu'ils allaient seuls penser à reconstruire ce pays au niveau du gouvernement, il y aurait quelque chose qui manquerait. Donc, c'est pourquoi il a pensé que les femmes, même si elles étaient quand même des femmes de foyer, si je peux dire, il y en avait qui étaient juste de foyer, il y en avait qui avaient quand même du travail, un peu, c'était encore, je dirais, très récent, il y en avait peut-être qui n'avaient pas du travail du tout. Cette unité, parce que c'était le gouvernement d'unité nationale, cette unité qu'ils allaient reconstruire, il a pensé que les femmes quand même avaient un grand rôle aussi à jouer, parce qu'il ne fallait pas que les maris restent seuls à penser sur les objectifs, sur les priorités du pays à ce moment-là, mais qu'il fallait aussi amener les femmes avec eux. Parce que vous voyez déjà le gouvernement de ce moment-là, c'était diversifié déjà. Donc le gouvernement avec des gens, parce qu'on essayait de retrouver quand même des personnes qui avaient survécu le génocide et d'autres qui venaient partout, certainement des autres pays où ils avaient vécu comme réfugiés ou bien où ils avaient étudié aussi. C'était en fait des catégories diversifiées tellement que c'était déjà, je dirais que c'était déjà compliqué au départ. Mais quand même, avec un leader qui avait déjà, je dirais, une vision de là où on va. Alors, on a pensé, comme on est déjà diversifié, on est déjà de toutes les catégories, je dirais, de la composante de la communauté rwandaise. Ils se sont dit, mais comment est-ce que les femmes vont quand même faire part? Parce que aussi, parmi les femmes, c'était diversifié. Il y en avait qui avaient survécu le génocide. Il y en avait qui venaient des familles qui avaient certainement des suspects. Des gens qui ont plongé dans le génocide. Qui ont plongé dans le génocide. Il y en avait aussi qui n'avaient plus de famille. Donc, c'était vraiment des sentiments, je dirais, des émotions différentes. Alors, il fallait absolument voir comment partir ensemble, aller ensemble dans cette, je dirais, dans cette besogne qui n'était pas vraiment minime. C'est pourquoi, au lieu de garder la tâche et de laisser le travail seulement aux hommes, son Excellence, Madame Jeannette Kagame, a pensé que c'était bon que les femmes aussi puissent quand même être ensemble. Parce que ensemble, c'est-à-dire l'unité, et si on construisait l'unité aussi au niveau des femmes, ça allait aussi aider les hommes, ça allait un peu alléger le travail des hommes. Ça allait, donc on se disait, si le mari est au travail la journée, il faut quand même que quand il revient aussi, la femme y mette je dirais, la sienne pour pouvoir non seulement aider le mari à pouvoir continuer dans cette vision-là d'unité nationale, mais aussi à partir ensemble, aider aussi les membres de la famille, parce que vous pouviez être peut-être dans cette vision-là, vous deux, le mari et la femme, mais il y a quand même aussi les membres de la famille qu'il faut partir avec. Justement, comme dit l'adage, derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte, donc il va falloir toujours que les deux puissent aller ensemble. Honorable Gouabouhi, vous étiez là peut-être un peu avant l'honorable Eda dans cette organisation. Quelque chose de très important, comme on le dit toujours avec la démocratie et autres concepts aujourd'hui, le contexte est très important. Nous sommes dans un Rwanda endeuillé, un pays à genoux, presque chaos, et dont certains, n'hésitez pas de parler de failed state, comme on dit, un État mis en échec, comme on dit en français. Mais est-ce que l'unité, 25 ans après aujourd'hui, vous vous dites que l'unité, c'était quelque chose déjà, c'est un concept
qui était compris ou qui était censé être compris par les gens. C'était aussi facile de parler de cette unité avec des familles en pleurs, un pays chaotique, si je peux dire. C'était facile déjà de parler de l'unité. Ce n'était certainement pas facile de parler d'unité nationale, même si ce qui venait de se passer, le génocide contre les Tutsis, était la consécration de la destruction, du processus de destruction de cette unité des Rwandais. Il faut rappeler que le point de départ de la maladie qu'a vécu notre pays, où la maladie qui a commencé à miner l'unité nationale, alors que l'unité existait, elle était à la base même de l'État-nation multiséculaire qu'était notre pays. Mais une fois qu'il a été en contact avec l'aventure coloniale de la colonisation, et c'est ce jour-là que le virus s'est installé dans notre société, le virus de la division, le virus de la séparation des uns et des autres, et qui a continué à progresser et qui a culminé en 1994 dans le génocide contre les Tutsis. Donc ce n'était pas facile de parler d'unité parce que le génocide avait été perpétré, exécuté par des Rwandais contre d'autres Rwandais. Donc c'était à la limite insensé d'imaginer qu'on pouvait parler d'unité nationale. Mais en même temps, si le FPR a pris les armes pour libérer le pays, il voulait libérer le pays précisément de toutes les forces qui avaient détruit l'unité des Rwandais. Et c'est donc quelque chose qui existait dans le programme de FPR depuis longtemps. Et le FPR maintenant, membre du gouvernement d'unité nationale, c'était logique qu'on reprenne le point de départ de toute cette lutte pour parler d'unité nationale, même si ça ne paraissait pas tout à fait raisonnable compte tenu des conditions dans lesquelles nous vivions en 1994 et même juste après Vous imaginez que... Peut-être, sans vous couper la parole, oui. En Kinyarwanda, on parle on parle d'un médicament amer. Oui. C'est vrai que tout médicament amer n'est pas forcément, ne guérit pas forcément, mais c'était ce médicament qu'il fallait prendre, peu importe les sensibilités, parce que les sensibilités, c'est très important à l'époque. Oui. Peut-être aujourd'hui, 25 ans après, on est peut-être un peu coupé de cette réalité-là, mais à l'époque déjà, on s'est dit, peu importe les sensibilités, c'était la voie à apprendre. Absolument. C'était la voie à prendre parce que c'était la seule voie raisonnable pour espérer dépasser les conséquences immédiates et à long terme du génocide. C'était la seule voie d'espérer construire à nouveau un pays, une population forte pour affronter les défis que nous avait laissé le génocide. Et on ne voit pas comment ce pays aurait survécu. Et il y en a qui avaient parié justement sur sa disparition parce que l'unité nationale était au plus bas. Mais c'était cela même qui était le médicament le plus approprié pour remonter le pays et repartir à nouveau dans la recherche de la cohésion. Et les femmes des ministres qui ont pris l'initiative de lancer ce débat, cette organisation de Unity Club, c'était pour essayer d'apporter leur pierre à l'édifice qui était commencé par le gouvernement d'unité nationale. Mais c'était un défi extraordinaire parce que
mettre ensemble des gens qui venaient de différents horizons, de différents partis politiques, de différentes convictions, et espérer en faire un gouvernement qui relance l'idée maîtresse de l'unité nationale pour espérer gagner la bataille. Je reviens à vous justement pour voir comment est-ce que maintenant le discours est parti des leaders ou des gens qui ont pris l'initiative, les femmes des leaders à l'époque, pour que l'idée soit une réalité pour tous les Rwandais, jusqu'aux citoyens lambda. Jean-François Dissimba, tout à l'heure je parlais de vous en tant que journaliste. Déjà à l'époque, vous étiez journaliste à Radio Rwanda. J'interroge les journalistes que vous êtes, bien sûr rwandais, mais est-ce que c'était quelque chose de compréhensible à l'époque? Par exemple, les gens qui observaient ça de l'extérieur, sans être dans le contexte de leadership à l'époque, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on pouvait, 25 ans après, c'est quelque chose que le journaliste que vous étiez, vous vous êtes dit, ces gens, est-ce que c'est la meilleure des décisions qu'ils viennent de prendre? Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité à votre émission et de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer les gens que j'apprécie beaucoup. Honorable Lugaouhi, honorable Edam Kawagwisa et mon ami Patrick. Voilà, ce n'était pas évident. Si je dois directement répondre à votre question. D'ailleurs, à l'époque, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la personne qui a initié Unity Club. J'ai trouvé que c'était vraiment un chef-d'œuvre. Je trouvais que c'était vraiment une inspiration extraordinaire. Honorable Gaboui vient de parler de la difficulté qu'on pouvait imaginer d'amener ensemble des gens qui venaient des horizons différents à travailler ensemble. Et après les atrocités que le pays venait de vivre, une catastrophe, pour utiliser peut-être le mot qu'il faut. J'ai suivi hier le discours de la première dame qui disait que, en fait, on ne savait pas comment on allait habiter en bons voisins, travailler ensemble, avec tout le poids qui pesait sur les responsables du pays, qui en fait étaient leur mari, et que donc on a pensé à l'appuyer pour essayer d'amener tout le monde ensemble. Et pour répondre à votre question, le journaliste que j'étais à l'époque, je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un puisse venir avec cette idée et de le mettre en œuvre et en arriver là où nous sommes 25 ans après, avec des réalisations immenses. À l'époque, c'était presque impensable que les gens puissent venir avec une idée pareille et pouvoir le mettre à exécution comme nous le voyons aujourd'hui. Voilà. Patrick, quant à vous, je rappelle que vous êtes président de la communauté rwandaise du Canada. Aujourd'hui, on parle de 25 ans après tout ce long chemin parcouru. Est-ce que pour toi, tu t'es dit ça valait vraiment la peine de commencer par ce chantier-là, où c'était parmi les chantiers prioritaires pour le pays à l'époque? Oui, effectivement, c'était vraiment un beau projet à faire parce que après la destruction du Rwanda, le pays était à terre et il y avait beaucoup de morts, plus d'1 million de morts.
on ne pouvait pas imaginer comment un gouvernement allait faire pour mettre ensemble le monde ensemble. Après le génocide des Tutsis, c'était inconcevable de comprendre comment les Rwandais allaient cohabiter ensemble dans les collines. Premièrement, je commence à féliciter Unity Club pour ses 25 ans d'existence. C'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment un très bon travail. Et comme l'a bien dit honorable Edam Kabagiza et honorable Wawihi, et effectivement avec Jean-François Dissimba vient de le souligner, c'était vraiment difficile de s'imaginer comment les Rwandais allaient commencer à revivre ensemble. Maintenant, on a des retombées de cette politique et aujourd'hui, les gens vivent ensemble dans les campagnes. On a le développement qui a commencé à être évident, on a la sécurité grâce à cette unité. Donc c'était très important de faire ça, c'était un choix délibéré mais qui est très efficace. Mais nous les autres, on ne pouvait pas imaginer comment allait se produire ce projet. Maintenant, c'est 25 ans après, avec un regard de loin, on voit que c'était vraiment la meilleure chose à faire. Merci. Honorable Eda, nous avons le FPR, l'honorable Rugabouhi vient de le signaler, le FPR Irotani qui vient de gagner sur deux fronts, c'est-à-dire la guerre des libérations. Il y a également l'arrêt du génocide commis contre les Tutsis. Écoutez, dans la nature humaine, c'est que quand on gagne une bataille, c'est que on se réserve la part du lion, comme on dit. Mais le FPR a voulu avoir tout le monde à table. C'est vrai qu'on parle de cette unité. Il y a également l'unité au niveau politique. Il y a des partis politiques qu'il fallait aussi avoir sur la table. C'est vrai, il y a des leaders qui n'étaient pas forcément les leaders du FPR. Et maintenant, ma question, c'est comment est-ce qu'il fallait partir de cette initiative, partir des leaders et leurs femmes, et maintenant jusqu'aux citoyens ordinaires? Comment fallait-il passer le message? Est-ce que ça a été un message facile? Merci Eddy. Le message n'était pas facile, mais comme on dit en français, vouloir c'est pouvoir. Donc déjà l'idée de vouloir le faire, je dirais que c'était déjà une force. C'était déjà une force pour pouvoir y arriver. Comme vous le dites, le FPR venait de gagner je dirais cette bataille, comme notre chef d'État l'a dit, sont des batailles, on n'a pas encore fini la guerre. Donc, on venait de vaincre, il venait de vaincre vraiment, je dirais, le mal à ce moment-là, le gouvernement qui divisait les gens, le gouvernement qui tuait, le gouvernement qui avait déjà commis le génocide. Donc, avec déjà cette vision qu'il y avait de l'unité absolument à reconstruire, le FPR ne pouvait pas vraiment être seul, construire seul le gouvernement, reconstruire seul cette unité nationale. Il a déjà pensé que, donc, si tu parles d'unité, effectivement, ça se comprend, tu ne peux pas être seul. Il faut amener les autres à table. Donc, cette idée-là, cette vision déjà du FPR était déjà une force pour pouvoir y arriver. Ce n'était pas facile, je le répète, mais c'était possible. Donc, ce qu'il fallait absolument faire, le FPR l'a fait. Donc, il a déjà amené d'autres partis politiques déjà avec à la table. Il a déjà composé le gouvernement d'unité nationale qui comprenait déjà toutes les catégories, presque toutes les catégories de la population, comme je le dis. Et puis, c'est déjà à ce moment-là, comme mon collègue honorable Kouaboui le disait, où la difficulté justement était, parce que les gens ne se connaissaient même pas. Il y en a qui ne se connaissaient même pas. Il y en avait qui connaissaient même pas l'histoire de l'autre. Donc, il y avait déjà une suspicion. Absolument, on pouvait absolument voir une suspicion au sein même du gouvernement, des membres du gouvernement. Donc, la même suspicion allait jusque dans les familles. Donc, là, alors, comment alors on pouvait amener les gens ensemble? Il fallait justement absolument penser à la cohésion,
non seulement au niveau de nos familles en tant que membres de ces familles-là qui composaient le gouvernement. Moi, je n'étais pas encore là, je fais déjà 18 ans dedans, mais donc quand je suis arrivée, le Unity Club avait déjà 7 ans. Donc à ce moment-là, je me mets à leur place. Absolument, il fallait que les familles aussi pensent à la cohésion, d'abord des membres de la famille, des membres de la famille, des membres de ce gouvernement, mais aussi au fait de travailler ensemble avec toute la communauté. Ils ont donc mis en place certaines activités et aussi certains objectifs qui allaient absolument aider le Unity Club à y arriver. Il fallait penser à la cohésion, absolument à la cohésion nationale. Il fallait absolument penser à cette société qui était déchirée par, je dirais, des divisions lointaines, mais aussi récentes, parce qu'il y en avait déjà récentes. Il fallait penser aux réfugiés et aux déplacés, parce qu'on avait aussi cette catégorie de la population de personnes. Il fallait penser aux suspects du génocide, absolument, parce que même si on devait les poursuivre, mais il fallait aussi penser à comment on va les poursuivre, mais comment, justement, je dirais, tous ces actes qui sont nécessaires, actes de justice, vont aussi contribuer à cette unité-là. Donc c'est à ce moment-là qu'on a pensé même à certaines lois auxquelles on n'avait jamais pensé. C'est comme ça que les tribunaux Gacaca ont été introduits dans notre système. Au début des années 2000. C'est ça. C'est comme ça que certaines punitions, je dirais, les sentences qu'il fallait donner à des personnes, on a pu introduire le fait du plaidoyer, les gens qui acceptaient leur, je dirais, qui plaidaient coupables et qui acceptaient leur... Qui reconnaissaient qu'ils avaient commis le génocide. C'est comme ça qu'ils se sont vus attribuer, je dirais, quand même des punitions légères. Et puis même jusqu'à peut-être... il y a des travaux d'intérêt général. Oui, voilà. Oui, merci. Honorable Gwabouhihi, c'est vrai, vous avez occupé plusieurs postes au niveau du gouvernement, mais c'est vrai, il y a le message, c'est peut-être facile de communiquer au niveau du gouvernement, au niveau des responsables politiques, mais comment est-ce que cette communication, elle arrive à pénétrer dans le quotidien des Rwandais? Et c'est là même que j'aimerais également votre réaction par rapport, comme le titre de l'émission l'a dit, ce fut un choix, pas un miracle. Oui. Ce fut un choix délibéré, un choix bien pensé depuis longtemps, mais ce fut un choix parce que les membres du gouvernement eux-mêmes avaient besoin d'avoir un fond où on puise les forces nécessaires pour affronter les défis immenses que le pays connaissait à ce moment-là. Honorable Eda venait de parler de l'inspiration du domaine qui était le sien au niveau de la justice, même au niveau de la santé qui était mon domaine. On trouvait toujours des forces pour affronter des défis. Vous vous souvenez que c'était les années fortes de l'épidémie de sida, par exemple. Et il fallait rassembler, il fallait mobiliser tous les Rwandais sans aucune distinction pour pouvoir affronter ce défi énorme. Donc l'Unity Club donnait les moyens et les forces nécessaires aux membres de Unity Club pour les laisser ensuite transmettre cette idée, ce choix délibéré d'unité pour pouvoir affronter tous les aspects des problèmes que le Rwanda connaissait. Et les membres de ce club transmettaient au niveau de leur ministère
au niveau des personnes qui avaient besoin de notre aide, au niveau des jeunes, au niveau des écoles, des universités, au niveau des groupements de rescapés. Et c'est comme ça que l'idée d'unité nationale a été petit à petit construite et que la confiance est revenue petit à petit dans le pays grâce à cette initiative. Donc ce n'était pas un miracle, c'était vraiment un choix délibéré et bien mûri et que c'était nécessaire de reconstruire l'unité des Rwandais pour pouvoir s'en sortir. Jean-François, vous êtes en Occident depuis bien longtemps et c'est surtout dans les grands médias en Occident qui arrivent aujourd'hui à dépeindre ça comme un miracle. On parle de miracle rwandais. Pourquoi pour vous, les acteurs ici politiques, les gens qui ont vécu, qui témoignent comment est-ce que les choses sont nées, comment est-ce que se sont mises en place, pourquoi on assiste à cette appellation du miracle rwandais? Qu'est-ce qui est de plus difficile pour, par exemple, l'Occident de comprendre qu'il s'agit d'un choix, par exemple? Tout simplement parce que, en général, les Occidentaux pensent que les Africains ne sont pas capables de faire ce que les Rwandais ont fait. En peu de mots, c'est ça. Mais il faut quand même aussi le dire, même si on est Rwandais, ce que les autorités rwandaises ont fait est quelque chose d'extraordinaire. Un pays où il vient de se commettre un génocide, où une partie de la population s'en est pris à une autre partie de la population, où plusieurs personnes ont participé à cette catastrophe, et vous avez des autorités qui vous disent écoutez, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, essayons de nous mettre ensemble et de voir de construire un avenir commun. C'était pas facile. Le pays était complètement délabré. Les gens, ils ont travaillé. Et quand on regarde le Rwanda d'aujourd'hui et on le compare avec des pays africains qui n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu, et on regarde les progrès que le pays a, la paix qu'il y a entre les gens, on peut toujours critiquer si on veut critiquer, mais on ne va pas dire que le Rwanda, c'est le pays où il y a beaucoup plus de problèmes sécuritaires, sociaux, économiques ou autres. Donc, pour les Occidentaux, c'est un miracle. Et moi, je vais dire que, même si je suis rwandais, je trouve aussi que c'est un miracle. Vous savez, dans ces pays... Qu'est-ce qui vous fait dire, par exemple, ça? Vous dites, d'une part, que ce n'est pas un miracle, que c'est une vision des Occidentaux. Quand est-ce que ça devient un miracle pour vous? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne dis pas que ce n'est pas un miracle. Je dis que même pour moi, Rwandais, c'est un miracle. Comment? Ça veut dire que la tâche qu'il y avait à faire était énorme. Et j'avais 24 ans en 1994. Quand je regarde tout ce qui est fait, vous savez, vous pouvez demander à mon ami Patrick, parce que lui aussi, il est en Occident depuis longtemps. Vous, parce que vous vivez là-bas, des fois, vous ne vous rendez pas compte des progrès qui sont faits parce que vous êtes dedans. Mais nous, quand on vient, moi, j'ai la chance d'être au Rwanda presque tous les 6 mois, ou même des fois tous les 3 mois. Je vous dis, chaque fois qu'on arrive, il y a des choses qui ont changé, tellement que chaque fois qu'on arrive, on est toujours étonné. Donc, c'est pour cela que je dis que même si je suis rwandais moi-même, c'est quand même un miracle qui a été réalisé. Et si je reviens à l'unité, et à Unity Club dont on parle aujourd'hui, je voudrais saluer cette idée-là d'avoir associé les femmes au travail
de leur mari. Ça, c'est quelque chose de très important. Cette idée-là, que chaque personne qui a été membre de Unity Club le restera, même s'il n'est plus aux responsabilités. La troisième chose, la dernière, c'est que dans ces pays où nous vivons, vous trouvez toujours des organisations étatiques, hein? Conseil constitutionnel, Conseil des sages, mais une organisation qui n'est pas officiellement étatique, mais qui lie les responsables politiques. C'est une particularité rwandaise qui a bien réussi. Voilà. Peut-être avant de passer à Patrick, parce que c'est très important, honorable Rugabouhihi, vous comprenez qu'un Rwandais aussi ne puisse pas comprendre comment les choses se sont faites. Est-ce que vous comprenez la position de Jean-François? On peut comprendre la position de Jean-François parce que c'est quand même vrai qu'il y a des progrès spectaculaires dans l'évolution de notre pays. Et quand on compare ces progrès spectaculaires et le drame que le pays a traversé, on est tenté de penser au miracle. C'est tout à fait normal. Mais il faut relativiser cela en disant que ce qui a été fait par des Rwandais. Et c'est même je dirais que c'est le secret de la réussite. On n'a pas eu besoin d'aller demander ce qu'il fallait faire. Une formule magique. Voilà. C'est les Rwandais qui ont puisé dans le génie du peuple rwandais, qui ont puisé des solutions nationales. Appropriées au contexte national. Et qui savaient ce qu'il fallait faire. Et je dirais aussi que les Rwandais ont tellement souffert. Et moi qui vous parle, j'ai vécu 22 ans d'exil à l'étranger. Et quand j'ai décidé de rentrer en 1995, les Camerounais qui m'avaient reçu dans leur pays, ils me trouvaient fou. Ils disaient, mais vous ne pouvez pas rentrer dans ce pays-là. C'est un pays de tueurs, c'est un pays de génocide. Mais moi, je savais quelle serait ma part comme membre du FPR dans la reconstruction de ce pays. Et additionner toutes les motivations des Rwandais qui avaient souffert en exil, des Rwandais qui avaient souffert à l'intérieur du pays, des discriminations, de ce virus qui a tué l'unité des Rwandais, tous ces gens-là avaient une motivation à tout casser. Ils étaient prêts à s'investir 100% et même plus pour que la relance de la vie, la relance de l'unité des Rwandais, la relance des activités de ce pays pour le faire vivre marche et réussisse. C'est ça le secret de cette réussite qui, à partir de ce moment-là, ne peut plus s'appeler un miracle. Voilà. Oui. C'est qu'il y a eu une volonté, politique, il y a également des efforts, mais surtout également des sacrifices qu'il fallait consentir. Voilà. Alain Patrick Ndengera, vous êtes président de la communauté rwandaise du Canada, mais ça va faire 16 ans que vous êtes au niveau de la communauté, c'est une expérience énorme. Maintenant, cette unité-là dont on parle du Rwanda avec ses 4 provinces, plus la ville de Kigali, mais également on parle de la 6e province qui est celle de la diaspora. Vous, comment vivez-vous cette unité, bien qu'en étant à des kilomètres de ce pays de 1000 collines? Merci Eddy. Et ça fait maintenant 26 ans que j'habite au Canada. Je suis venu en 1996, ça fait longtemps, donc ça fait plus de 16 ans que je travaille dans la communauté comme leader de communauté. Et ça n'a pas été facile, je dirais qu'après 1994, ici au Canada ou même dans la diaspora, et la communauté était très divisée, il n'y avait pas de confiance et c'était vraiment divisé. Mais avec le discours du Rwanda, avec le gouvernement du Rwanda, avec ces initiatives de Unity Club et de unité des Rwandais, donc il y a eu des changements, il y a eu des dirigeants qui sont venus nous visiter dans la diaspora, il y a eu des Rwanda Day, et il y a eu des colloques sur Dumunya Rwanda,
Et puis les gens ont commencé à comprendre que finalement, ils pouvaient retourner au pays. Et surtout même les jeunes qui avaient des parents qui étaient trempés dans le génocide, on leur disait, oh, si c'est la faute de votre parent, mais c'est pas à vous, vous pouvez venir. Et il ne faut pas que vous portez le fardeau des erreurs de vos parents. Et beaucoup d'entre eux, ils sont retournés au pays, ils continuent à venir. Maintenant, ils disaient, il y a l'opposition, par exemple, qui est ici dans la diaspora, qui est aussi néfaste, qui empêche les gens de rentrer au pays. Ils disent, si vous rentrez, ils vont vous tuer. Mais dans la diaspora, on dit aux jeunes, à tout le monde, rentrez, voyez vous-même. Et puis ils rentrent, ils viennent sains et saufs, dire, ah, non, ça va. Et puis nous-mêmes qui rentrons au Rwanda chaque année, on vient dans le Mushikiwabo, on voit le progrès, comme mon ami Jean-François Gisimba l'a mentionné. On voit tout le temps le changement. Quand je viens chaque année au Rwanda, je m'y perds, surtout à Kigali, je visite les campagnes et je vois que le peuple cohabite ensemble. Il y a le développement même dans les endroits, dans les collines, même à Kigali. Donc il y a beaucoup de changements. Donc pour moi, ce choix d'unité, c'était un choix qui a donné des fruits au Rwanda, même dans la diaspora. Dans la diaspora, maintenant, ça commence à avoir une bonne communication. Les gens se réunissent ensemble, ils créent des associations. Et il n'y a plus de choses de manque de confiance. Maintenant, les gens peuvent collaborer ensemble. Donc, même, je pense que l'honorable Edam Kabaguza, qui a été notre ambassadeur pendant plus de 9 ans au Canada, peut en témoigner. Merci. Justement, il y a un proverbe rwandais qui le dit bien, c'est vrai que sur ce chemin-là d'unité, de la cohésion nationale, il y a toujours des embûches. Patrick, vous qui êtes de la diaspora, quels sont les plus grands défis aujourd'hui à cette unité au niveau de la diaspora? Les plus grands défis? Les grands défis qu'on a, c'est le révisionnisme qui est parmi les Rwandais et parmi même les Blancs, les gens d'ici. Ici au Canada, on a des gens qui parlent qu'il y a eu double génocide, qu'il n'y a jamais eu de génocide de Tutsis. Et on voit, ils écrivent des livres. Mais ça, c'était un challenge pour nous de dire la vérité, de faire des conférences, d'expliquer aux dirigeants d'ici que ça, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est les membres d'opposition qui empêchent les Rwandais de retourner au pays, disent vous allez être tués. Mais ils ont le droit de faire des partis politiques d'opposition. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes, eux, puissent venir voir eux-mêmes ce qui se passe au Rwanda. Parce que c'est ouvert. C'est pas comme dans le passé du temps du gouvernement de Habyarimana disait le pays est plein, il n'y a plus d'espace pour les Rwandais. Maintenant, le gouvernement rwandais dit c'est ouvert, tout le monde peut venir, n'importe qui. Et ceux qui y vont, il y avait des cas ici, ils retournaient sains et saufs, ils reviennent, ils expliquent aux autres. Ça, c'est le challenge qu'on a, surtout du révisionnisme, surtout ces gens qui disent du mal du pays sur des YouTube, sur les réseaux sociaux, qui parlent du mal du pays. Et ça incommode beaucoup de jeunes, et ça met de la désinformation au fait de ce qui se passe. C'est ça les challenges que nous, on doit faire face. Merci. Voilà. Honorable Eda, il y a des challenges. Patrick vient de citer votre expérience. Qu'est-ce que vous partagez les points de vue de Patrick sur ce qui est de ces défis-là sur le chemin de l'unité? Parce qu'il va falloir que l'unité, c'est quand même... Ça continue, ce n'est pas un acquis, il faut travailler. Quels sont les mécanismes, par exemple, aujourd'hui mis en place pour que cette unité puisse survivre à tous ces défis dont on vient de parler? Oui, si peut-être vous permettez, je reviendrai sur les défis que Patrick vient de mentionner. Donc ces défis-là existent surtout au niveau de la diaspora, au niveau de l'international, même en général, pas seulement la diaspora, parce qu'on a même maintenant des négationnistes qui ne sont pas nécessairement des Rwandais. Je viens de citer même des gens qui ne sont pas rwandais. Oui, donc on a déjà ce défi-là de l'idéologie, je dirais, du négationnisme sur déjà le génocide contre les Tutsis qui s'est passé, qui a été commis, qui a été réalisé, qu'on connaît tous. Il y en a justement qui veulent changer l'histoire,
bien donner d'autres versions de l'histoire. Il n'y a qu'une seule histoire qui est connue, c'est l'histoire, c'est que le génocide contre les Tutsis ici, au Rwanda, ça s'est passé et ça a été stoppé par le FPR Montagny. Donc ça, c'est l'histoire qui doit être connue, c'est la sœur. Mais il y a quand même d'autres des gens là des négationnistes et des idéologues qui veulent toujours en inventer d'autres. Donc, ce que je dirais, des mécanismes, comme vous demandez, ont été mis en place. Déjà, si on part du gouvernement d'unité nationale dont on a parlé depuis notre commencement de cette émission. Donc, je voulais ici insister sur le fait que, en tout cas, il fallait l'unité nationale parce que vous voyez déjà qu'avec le génocide contre le Tutsi, il y avait déjà la division. Donc le gouvernement qui était de cette époque-là, donc s'aimait la division, la persécution contre les Tutsis. Alors la solution qu'il fallait ne devrait pas vraiment ressembler à ce que ce gouvernement-là faisait. La solution qui revenait aux Rwandais, que justement le visionnaire de notre pays a eu, notre cher chef d'État, avec déjà le FPR Montagny qui était derrière lui, c'était que justement il fallait marquer la différence. Et cette différence, c'était justement mettre et construire l'unité que les autres avaient déjà détruit. Déjà, ça, je dirais que c'est déjà un mécanisme déjà important pour pouvoir avancer. Mais là-dessus, peut-être l'honorable Lugabouye également va nous aider. Oui. Comme je dis, la paix, la sécurité, l'unité, ce n'est pas forcément un acquis. C'est quand même quelque chose sur lequel on doit travailler continuellement. Et Absolument. maintenant, quels sont par exemple les mécanismes réalistes aujourd'hui? Parce que cette unité fait face à plusieurs challenges dont on parlait. Oui. Comment faire à ce que cette unité-là, qui a demandé des sacrifices, des efforts, puisse survivre à tous ces défis honorables? Moi, je commencerai par dire que j'ai beaucoup apprécié ce que disaient nos amis qui sont dans la diaspora, qui disent que chaque fois qu'ils viennent ici, ils se sentent encore plus fiers d'être rwandais. Et ça, c'est quelque chose qui a fait dire que c'était un miracle même, ce que le Rwanda a fait. Et ça n'a pas toujours été le cas que des Rwandais qui vivent à l'étranger soient fiers de leur pays. Aujourd'hui, ils peuvent être fiers de ce Rwanda, même si certains d'entre eux continuent de cultiver le négationnisme sur l'idéologie du génocide. Mais une fois que les gens sont fiers d'être Rwandais, c'est le fameux Ndumunyarwanda. Chaque Rwandais qui vit, que ce soit au Pacifique, que ce soit en Amérique, peut être fier de dire aujourd'hui Ndumunyarwanda. C'est mon credo, c'est ma conviction, c'est mon choix. D'être Rwandais. D'être Rwandais. Et avec cette identité, avec cette philosophie, qui fait que chaque Rwandais peut être aujourd'hui fier de l'être, et on peut être sûr qu'on pourra affronter tous les défis qui sont devant nous, parce que ce n'est pas seulement une identité, ce n'est pas seulement une carte d'identité, c'est un engagement profond, c'est un engagement pour être toujours meilleur, c'est un engagement pour transmettre le meilleur de l'âme rwandaise à nos enfants, à nos voisins, même à nos amis à l'étranger. Et je pense que cette affirmation, cette philosophie qui va nous aider à surmonter beaucoup de choses.
Honorable Eda, est-ce que c'est aussi facile de se voir dans un miroir ou avec cette identité-là, Ndi Umunyarwanda, je suis rwandais avant toute autre chose? Ah oui, pour le moment, c'est facile parce que justement, les mécanismes, les institutions, le dialogue qu'on a déjà mis entre nous, qu'on a déjà instauré, parce que pour le moment, vraiment, le dialogue entre les Rwandais, au niveau de notre société et à tous les niveaux, là, ça facilite cette façon vraiment de l'accepter et de le croire. Donc, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, en fait, tout ce parcours, ça montre déjà la résilience. La résilience des Rwandais, ça montre déjà l'idée de penser, je dirais, think big, l'idée de penser grand et vaste. Grand, oui, oui, et vaste, à grande échelle, oui, oui. Donc, c'est une histoire de transformation qu'on doit absolument accepter et en être fier. Donc, transformation d'une société déchirée qui avait déjà pas mal de problèmes qu'on vient de citer, qui avait pas mal de blessures. Donc, cette transformation de cette société-là à une société qui guérit progressivement, parce que quand même, on est en train de guérir progressivement, une société unie et digne, mais toujours sous le leadership visionnel. L'unité, donc, est quelque chose de très important. L'unité, c'est déjà la force, parce que ça nous donne l'espoir, ça nous permet de surpasser tous les problèmes. Et puis, l'unité, c'est le développement, c'est la croissance, parce que c'est ensemble, nous arrivons à la prospérité et autres. Oui, pour terminer, Honorable Rugwabuhihi. Je voulais ajouter une chose, c'est que Unity Club a fêté hier les 25 ans. D'existence. 25 ans d'existence, c'est une génération. Un quart de siècle. C'est un quart de siècle, c'est une génération nouvelle. Vous imaginez le nombre de jeunes qui sont nés avec, en même temps que Unity Club et qui ont 25 ans. C'est une force extraordinaire qui aura connu cette chance unique d'être élevé dans l'esprit de Ndi Umunyarwanda, dans l'esprit de l'unité nationale. Et c'est sur cette jeunesse qu'il faut parier l'avenir de ce pays. Voilà, je pense que les propos de l'honorable Rugwabuhihi Ezekias, membre de Unity Club, vont clôturer notre discussion de la soirée. Grand merci à vous, honorable Rugwabuhihi, également grand merci à vous, l'honorable Eda Mukabagwiza. Je rappelle que tous les deux, vous êtes membres de Unity Club et que vous avez occupé plusieurs postes au niveau du gouvernement. Et également à Patrick Ndengira, qui est président de la communauté rwandaise de Montréal, du Canada. Et grand merci également à Jean-François Dissimba, lui qui est donc membre de la diaspora rwandaise au niveau de l'Allemagne. À tous les quatre, j'ai dit grand merci et surtout grand merci à tous nos téléspectateurs et surtout fidèles téléspectateurs de l'émission Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos. Mais en attendant, soyez et restez fidèles au programme de la télévision rwandaise.